Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est selon votre pays. Nous avons le plaisir de recevoir dans un entretien spécial l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, devenu ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État. Bonsoir Mamadou, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci beaucoup. Un entretien que nous avons le plaisir de présenter avec Alassane Samba Diop. Bonsoir Alassane. Bonsoir Mamadou. Notre Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. invité est de la race des hommes politiques qu'on peut qualifier de fidèles. Fidélité à son leader politique, le président de la République, Macky Sall. Fidélité à une vision qui a évolué du Yonou Yokouté, du candidat victorieux de l'élection présidentielle de 2012 au plan Sénégal émergent cher au chef de l'État. Fidélité à toute épreuve, c'est un point d'interrogation. On verra si la question se pose pour l'ancien Premier ministre, devenu ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ce dans un contexte où, dit-on, vos moindres faits et gestes sont épiés dans le camp présidentiel. Mohamed Boun Abdallah Dionne vit-il ce qui est appelé par les observateurs la guerre de succession que se mèneraient les gros pontes du pouvoir? Cette question de succession au chef de l'État se pose-t-elle d'ailleurs pour lui? Un entretien spécial qu'il a bien voulu accorder au groupe immédiat à l'occasion de l'an 1 de la réélection du président Macky Sall pour un second mandat de 5 ans. Bonsoir donc, ou rebonsoir. Comment va la santé, tout d'abord? Merci bien, mon cher Mamadou. Je suis très heureux déjà d'être avec vous ce soir pour voir aussi ce que le secteur privé sénégalais sait faire, c'est-à-dire investir et créer de l'emploi, ce dont nous nous réjouissons. Je suis venu pour la première fois immédiat et je découvre un groupe qui a une ambition. Et c'est en cela que le Sénégal sera émergent. C'est une synthèse d'ambition, une vision qui sous-tend sous tout cela, c'est le plan Sénégal émergent. Mais derrière, des capitaines d'industrie, des gens qui osent. Il faut oser dans la vie et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je vous félicite et je saisis cette occasion pour saluer aussi vos éditeurs, vos téléspectateurs. Oui. C'est aujourd'hui un jour très spécial pour nous tous, en tout cas pour notre part, parce qu'il s'agit de célébrer la victoire d'un homme, le chef de l'État, le président Macky Sall, qui avait proposé aux Sénégalais une vision, un programme politique. Et ce programme politique, on dit souvent qu'il faut s'arrêter de temps en temps pour prouver le mouvement. Le président, depuis 2012, a installé le pays dans le mouvement. Vous êtes en mouvement, vous vous portez bien. Oui, on est très en mouvement. Oui. Ce dont il s'agit, ce n'est pas de moi. Oui. Moi, je suis un paramètre. Mais ce qui est fixe et constant, c'est le suffrage universel. Et le suffrage universel, il s'appelle Macky Sall. Ce dont il s'agit, c'est de mettre en œuvre sa vision. Et c'est ça qui est important. Le reste, qui occupe telle position, qui a tel... Ce n'est pas ça qui importe. Ceux qui veulent se tester, ben, ils ont le suffrage devant eux. Ils iront se tester. Mais aujourd'hui, ce qui est constant, c'est qu'il y a une histoire qui existe depuis 2012 et bien avant, qui est celle du président de la République, Macky Sall, qui a su convaincre et cette histoire est en route et elle se construit tous les jours. Et je disais ce matin à Guédiawaye que justement, cette histoire n'est pas terminée entre le président Macky Sall et le peuple sénégalais. La guerre de succession n'a pas sa raison d'être. Mais la guerre de succession, il n'y en a pas. Moi, je ne la vois pas, très sincèrement, parce que ce qui importe, c'est le suffrage universel qui l'incarne aujourd'hui, qui l'incarne dans ce pays, qui définit la politique de la nation. On est en démocratie. Cette personne, elle a un nom, elle a un visage. Elle s'appelle Macky Sall. Tout le reste n'est que paramètre. Aujourd'hui, un an que le président Macky Sall a été réélu, vous aviez déclaré la veille que vous allez gagner avec 57%. Les résultats ont donné 58% pour le président Macky Sall. Mais vos adversaires disent que votre victoire est une victoire électronique. Vous avez beaucoup travaillé sur les données personnelles pour
quelque part, orienter vos lecteurs, vos électeurs, en fonction de vos forces et faiblesses. Mais Alassane, il n'y a pas de victoire électronique. Il y a une victoire démocratique. Oui, la victoire, c'est la victoire. Nous sommes allés en compétition, et je l'avais dit le 24 au soir. Tous les états-majors avaient leur système de collecte, de remontée des données. Nous avons collecté comme tout le monde. Et quand nous avons agrégé les données, nous avions vu qu'il était venu le moment de féliciter le président Macky Sall, parce qu'à l'époque, ce que nous avions comme données, c'était que le président Macky Sall pouvait légitimement contester une victoire, s'approprier la victoire, parce que le peuple sénégalais lui avait, de manière agrégée, reconfié la direction du pays pour au moins un minimum de 57%. Ce n'était pas donné des chiffres. Dans tous les états-majors politiques, ils avaient fait des proclamations. Ils n'avaient pas donné des chiffres en soi pour dire que ça y est, c'est terminé. On reviendra tout à l'heure sur les questions politiques. Parlons d'économie. Cela fait 1 an que le président exerce donc son second mandat. Comment va le Sénégal, selon vous? Alors, je disais qu'en démocratie, parfois, il faut s'arrêter pour prouver le mouvement. Et j'étais en train de dire que le chef de l'État, depuis 2012, a mis notre pays, le Sénégal, en mouvement. Et pour s'en convaincre, on s'est arrêté en 2019, selon l'agenda démocratique et républicain, et le peuple a été consulté. Et qu'est-ce qu'en a dit le peuple? C'était une question référendaire. On continue avec Macky Sall, ou on le remercie et il rentre chez lui. Le peuple lui a reconfirmé sa confiance à plus de 58,27%. Voilà la constante, c'est cela la donnée de départ. Donc, le peuple en redemande. Le peuple s'est exprimé de manière satisfaisante par rapport au delivery, par rapport à ce que Macky Sall a fait pendant de 2012 à 2019. Et on a été très fiers, je ne le cache pas, nous qui sommes ses principaux collaborateurs autour de lui et qui contribuons à ses côtés à la réalisation de ces résultats. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été réélu? Le bilan. Un bilan, quoi que l'on dise, j'entends certains dire c'est bien de manger, mais ce n'est pas suffisant. La démocratie, mais sur tous les tableaux. Le PSE, c'est la transformation structurelle, c'est l'économie, mais c'est aussi l'axe 3. L'axe 2, entre les deux, c'est l'axe 2 qui cherche l'inclusion sociale, l'inclusivité de la croissance, mais c'est aussi l'axe 3. L'axe 3, c'est justement la gouvernance et la démocratie. Vous savez, je prends juste un exemple. Ces jours-ci, et je reviens sur la rumeur, on parle beaucoup du rapport de la Cour des comptes. Il paraît que derrière, il y a une volonté de ne pas appliquer ces rapports. De protéger ceux qui ont été épinglés. Mais il n'y a pas... Attendez. Vous savez comment ça marche? La Cour des comptes fait un rapport. Et rapport, c'est un rapport global, mais il y a des rapports par structure contrôlée. Et dans ces rapports, s'il y a des manquements, il n'y a pas besoin de commission parce que la Cour va dire telle personne, ce comptable ici, ou ce directeur d'agence doit être traduit en justice, selon le cas, ou en cours de discipline financière. Et le lendemain, c'est fait. Donc, je prends le cas d'une commune ou d'une agence. Si la Cour des comptes elle-même ne demande pas que ce dirigeant soit traduit en cours de discipline financière ou devant le procureur de la République, le procureur général, mais je veux dire, si rien ne fermente, la fermentation n'a pas de sens. Oui, mais sauf qu'ici, on a dit que le président veut noyer le poisson en créant une commission. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des décisions déjà prises ou à prendre à l'encontre de ceux qui ont été épinglés par la Cour des comptes? Je suis membre de cette commission. Oui. Le président a mis en place une commission. C'est les axes de progrès. Parce qu'un audit, c'est des sanctions, certes. Et ces sanctions-là, elles sont établies de manière
extrêmement claires. C'est Monsieur X ou Madame X qui occupe telle fonction, il faut traduire cette personne en justice. Ou il faut traduire cette personne devant la Cour de discipline financière. Et le lendemain, il s'agit d'écrire pour demander au procureur général près la Cour des comptes d'activer cette Cour de discipline financière. Et c'est tous les jours que les fonctionnaires y défilent. C'est fait? Mais c'est toujours fait. Là, on vient de recevoir 3 rapports d'un coup. Moi-même, j'ai eu à le faire. En son temps, même à partir de rapports de l'IGE, c'est le Premier ministre qui s'en occupait, où il est expressément demandé que telle personne, un maire ou d'autres, soit déféré devant le procureur général près la Cour des comptes pour passer en chambre de discipline financière, et cette personne va être condamnée. Tous les mois, la personne va rembourser. Ou alors que cette personne soit déférée devant les cours et tribunaux, mais c'est tous les jours que ça se fait. Cela se fera sur ce cas précis. Mais faudrait-il qu'il y en ait? Faudrait-il qu'il y ait des demandes expresses de la Cour pour que telle et telle personne défère à la convocation du procureur? Mais comme je disais, si rien ne fermente, il n'y a pas besoin de faire fermenter les choses. Parmi ces rapports, est-ce qu'il y a des rapports où la Cour demande que les gens soient traduits? Alors, vous savez, ce dont il s'agit, ce n'est pas de venir cacher des choses ou d'en dire trop. Il y a des rapports qui existent. Et ce qu'il y a, le contenu de ces rapports, c'est des rapports publics. Mais tout le monde peut en disposer. Moi, en tout cas, j'ai mes copies. Et tout ce qui revient à la présidence de la République, ça sera fait. Parmi ces personnalités, il y a des personnes qui ont été traduites devant la Cour. Mais il y en a forcément, mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité, il y en a forcément. Il y a des besoins. Même depuis des rapports de l'IGE aussi, il y a des demandes parfois de décisions qui sont là, qui demandent que telle et telle personnalité, voilà. Mais ce qu'on entend dans l'opinion, c'est que si les gens sont du côté des pouvoirs, ils sont protégés. Ceux qui sont contre le pouvoir sont souvent traduits devant la justice. C'est ce qui fait ressortir dans l'opinion ce que les gens pensent de la façon dont la justice est gérée dans ce pays. Des gens qui peuvent nous prouver qu'il y a des cas où des dossiers ont été mis sous le coude. Moi, je n'en connais qu'un. Et le président l'avait dit. Il n'y a pas de dossier mis sous le coude. Il y a des gens qui vont à la Cour des comptes tous les mois, rembourser. Ça existe. Mais il ne faut pas à ces personnes qui ont fauté, pourquoi on devrait les punir doublement? On les condamne à rembourser. Et après, il faut les vilipender. Dans quel pays sommes-nous? Ce n'est pas le Sénégal de nos rêves, cela. Ce n'est pas le Sénégal dont on a hérité, au plan des valeurs. Vos adversaires, et également une frange de l'opinion, pensent que votre régime est un régime de scandale, en donnant l'exemple des différents rapports qui ont été faits, mais aussi en parlant du pétrole et du gaz. Quelle réponse pouvez-vous donner aujourd'hui à ces accusations? Écoutez, moi je pense que la démocratie, c'est aussi une division du travail. Il y a ceux qui gouvernent et il y a ceux qui occupent la rue, je veux dire, qui sont dans l'opposition. Et c'est normal et c'est sain que chacun fasse son travail. Nous, notre travail, c'est quoi? Aux côtés du président de la République. Il faut se souvenir d'abord que le chef de l'État, c'est lui, en matière de ressources naturelles, qui a fait inscrire en 2016 dans le référendum, la révision constitutionnelle qui a été approuvée par référendum, le chef de l'État a fait inscrire l'article 25, le point 1, les droits nouveaux, 25.1. Et qu'est-ce que le 25.1 disait? Que les ressources naturelles sont la propriété du peuple et qu'elles doivent servir, elles doivent être exploitées, c'était le deuxième alinéa, dans la transparence et pour avoir un avantage économique pour la nation. C'est le chef de l'État, telle est sa volonté, c'est cela qui est la réalité. 2016. Derrière,
il y a eu un peu de demande encore pour davantage de transparence. Et dans le site du gouvernement, l'ensemble des contrats de recherche ou de partage de production ont été dans leur intégralité publiés dans le site du gouvernement. Ça, c'est ce qu'on appelle en termes de management public, le gouvernement ouvert. C'est-à-dire le gouvernement qui publie et qui s'ouvre à la nation, au peuple souverain, pour justement rendre compte. Et après cela, accord, le gaz dans le Nord, je le prends. L'accord qui a été fait entre les deux États, l'accord intergouvernemental entre la République de Mauritanie, islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Cet accord, le chef de l'État n'était pas obligé de le rendre public, comme on l'a fait à l'Assemblée nationale, pour demander l'autorisation de le ratifier. Et c'est après nous, d'ailleurs, que la Mauritanie a dû le faire. Donc, nous avons présenté cet accord et le soumettre au débat public à travers les représentants du peuple. Tout document publié en annexe de la loi. Et ça a été voté dans la transparence, tous les termes, signés. Après cela, ratifié l'accord, le Parlement a autorisé le président de la République à le ratifier. Derrière cela, concertation avec société civile, et qu'est-ce qui est sorti de cela? 3 lois. Un nouveau code pétrolier, une loi sur le partage des revenus pour protéger les générations futures et derrière également une loi sur le contenu local pour qu'on ait à l'horizon 2030 50% de contenu local, c'est cela l'objectif, ce qui est énorme dans la chaîne de valeur. Que veut le peuple? Pour vous, il si n'y a ce pas n'est la lieu, transparence, il n'y a pas lieu de renégocier ces contrats? Mais renégocier, comment... Vous savez, quand on parle de renégociation de contrats, c'est qu'on ne connaît pas. Ça, c'est justement, c'est le mouvement populiste, etc. C'est qu'on ne connaît pas le marché, comment ça marche. Où est-ce qu'on a vu 2 pays se tromper en même temps, Mauritanie et Sénégal, ensemble, avec nos chefs d'État, tous les ministres, les experts, tout le monde s'est trompé en même temps et de bonne foi sur un dossier. Mais il n'y a pas que ces contrats. Mais lesquels Les autres aussi. Mais tous les contrats sont publiés, tous. Et ces contrats, c'est les mêmes qu'on signait depuis Senghor. Le code pétrolier, c'est le même. Le code minier, c'est le même. Et il a légèrement évolué, mais évolué dans le bon sens, avec de nouveaux standards. C'est comme nous. Quand on était un pays où on était encore dans une phase de recherche, ce n'est pas la même chose que quand on est devenu un pays avec des réserves qui sont certifiées. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus volontaristes dans la démarche. C'est pourquoi on a adopté un nouveau code minier, un nouveau code pétrolier. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est aller au-delà des 10% qui sont automatiques que Petrosen a dans ces contrats de recherche et de partage. Nous avons trouvé, par exemple, sur le nord du gaz et vers Sangomar, du pétrole. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de travailler d'arrache-pied pour mobiliser des ressources au plan international. Beaucoup de ressources. On parle à ce niveau de milliards de dollars, de plusieurs milliards de dollars. Pour qu'on... Chiffre précis. Tout dépend, parce qu'un coup, c'est 8% qu'on va avoir supplémentaire, un coup, c'est 10% qu'on va avoir supplémentaire, mais on est dans des zones de 3 milliards de dollars, voire plus, pour aller justement racheter des parts supplémentaires, pour que le Sénégal d'aujourd'hui et de demain puisse avoir beaucoup plus que la petite part de 10% que nous avons de par la loi. Donc nous sommes en train de racheter des parts dans les consortiums qui vont être chargés d'exploiter. Et c'est cela aussi la dette. Donc quand on entend ici tous les jours les gens qui disent « oui, la dette », mais une dette productive, une dette qui va dans les capacités productives pour justement davantage de richesse et préparer le pays pour les générations futures, cette dette-là, nous devons la prendre. Vous avez parlé tantôt du Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Oui. Les Sénégalais qui vous écoutent, qui sont dans les foyers aujourd'hui,
estiment qu'ils sont fatigués, que la vie est dure, que les prix ont augmenté sur le marché. L'électricité, l'huile sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, ces Sénégalais, vous pouvez leur dire que les choses marchent? Moi, je dirais que les choses marchent et n'ayons pas peur. Pourquoi les choses ont augmenté? Alassane, je suis en train d'arriver. Je dis, n'ayons pas peur. Le Sénégal vit une transition économique. Elle vit, qui est multiforme, et une transition sociale qui est multiforme. Le président de la République, en 2012, a trouvé ici une société et une économie fortement duale. Vous aviez une économie des campagnes et une économie des villes. Et c'est cela, cette perspective qu'il souhaite casser. Et fondamentalement, c'est cette dualité qui est chrysogène, qui pose des problèmes. Aujourd'hui, Dieu merci, on ne vit pas certaines situations qui sont vécues dans d'autres pays. Le lit du terrorisme, c'est la pauvreté. Et si on a une société fortement duale qui s'oppose avec la majorité qui vit dans l'extrême pauvreté et une minorité qui vit de la rente, qui capte toute la rente, forcément, tôt ou tard, c'est des pays qui se désagrègent. Donc, c'est ce que le président de la République ne souhaite pas. Et dès son arrivée à la succession, à la tête du pays, à la magistrature suprême, le président de la République a justement tout fait pour faire des programmes d'inclusion sociale. 300 000 familles les plus pauvres qui reçoivent des bourses de sécurité familiale, c'est ça qui nous préserve du terrorisme. Dans les pays où il n'y a pas cela, où les pauvres sont laissés à eux-mêmes, c'est facile de recruter auprès des jeunes. Donc ici, première réponse, inclusion sociale. PUDC, Puma, Promoville, on parle de promotion de la ruralité, d'une économie rurale, des infrastructures rurales, pour justement la mise à niveau et casser la dualité. Moins de transferts vers les villes, davantage de budget vers le secteur rural. Les capacités productives multipliées par 3, par 4, dans N spéculations agricoles. C'est ça la vision du chef de l'État. Et nous sommes maintenant dans une grande transition. Pourtant, chaque vendredi, les Sénégalais manifestent en disant « non langue », parce que les choses ont augmenté. Vous avez augmenté les prix de l'électricité au lendemain de votre élection. Avant l'élection, vous l'avez diminué. Est-ce que c'était un appât électoral? Non, j'arrive. Je disais que nous sommes dans une grande transition. Que les Sénégalais manifestent, que certains Sénégalais, ce n'est pas la majorité, manifestent, nous les respectons. Je disais que la démocratie, c'est une division du travail. Il y a ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent. Tout le monde, l'unanimité, c'est une mauvaise chose. Un consensus mou, personne ne le souhaite. Cette transition, c'est quoi? On quitte une économie qui était fortement dépendante de l'extérieur. Et nous sommes en train de migrer, dans 2-3 ans, vers une économie dotée de l'indépendance énergétique. Tant que le Sénégal va importer du pétrole et du gaz pour produire son énergie, elle sera exposée aux variations erratiques du marché. C'est-à-dire, quand ça baisse, le peuple en profite. On a eu des baisses, une baisse de 10% ici, parce que ça a baissé. Mais quand c'est des mouvements haussiers, nous prenons, et nous n'avons pas de mécanisme, justement, de matelas. Nous ne sommes pas, parce qu'il y a des urgences partout, pour continuer. Mais certains disent que vous avez dû diminuer le train de vie de l'État pour le faire. Vous avez fait des économies ailleurs que sur l'électricité. Aujourd'hui, vous avez décidé de diminuer les importations de véhicules de l'administration pour les Sénégalais, de poursuivre davantage ces mesures pour prendre sur les privilégiés et donner aux ceux qui n'en ont pas pour bien vivre. Mais Alassane, si je termine, on va se comprendre. Je dis simplement, et ça même sur cette provocation, j'allais dire, sympathiquement, j'allais dire, nous avons des réponses. Vous savez, la démocratie a un coût. On ne peut pas dire que nous voulons davantage de démocratie, mais on ne veut pas d'Assemblée nationale, on ne veut pas, qui va voter les lois, on ne veut pas d'une assemblée consultative importante comme le Haut Conseil de la République, qui est la voix des collectivités territoriales, etc., etc.
Ça a un coût. Sur un budget de 4 000 milliards, quand une institution coûte 10 milliards, vous voyez le budget de l'État, vous voyez combien ça fait en termes de pourcentage. Donc l'argent de l'État, il ne va pas dans les institutions, il va dans la production. Mais quand l'État fait un aveu en disant « nous avons acheté des véhicules d'une valeur de 300 milliards à 500 milliards » et que parallèlement, il augmente le prix de l'électricité et que la vie coûte cher, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal de la part de cet État qui fait payer peut-être aux consommateurs des pots qu'il n'a pas cassés? Non, Mamadou, je disais que nous vivons une transition. Dans 2 ans, 2022, normalement, nous avons le first gaz. C'est-à-dire que nous allons, Inch'Allah, commencer à produire du gaz. 2023, 3 ans, nous avons le first oil. Sangomar va commencer à produire du pétrole qu'on va exporter. Et quand nous aurons cette autonomie dans 2-3 ans, cette indépendance énergétique, qu'on n'importera plus le pétrole et le gaz pour produire de l'énergie, ça n'est fini. Nous sommes tranquilles. Nous n'allons plus dépendre du marché extérieur. Les prix vont baisser? Mais je dis, d'ici là, oui, cette fenêtre de tir, c'est 3 ans. Si nous ne faisons rien, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons du pétrole et du gaz, nous allons avoir des centrales électriques, produire le courant, mais ce courant, nous allons le perdre. On ne peut pas le stocker parce qu'il ne sera pas consommé, parce qu'il n'ira pas chez le Sénégalais. Résultat de cette réflexion, il nous faut investir dans le réseau et massivement. Le président a réglé le problème des capacités productives. On sait produire du courant aujourd'hui. On l'a trouvé à 573 à peu près mégas de capacité nationale. On est à plus de 1200. Lundi, le 24, le chef de l'État, le matin, il est à Taïba Ndiaye pour mettre dans le réseau une centrale éolienne, la première éolienne. Comment faire de l'électricité à partir du vent. La première éolienne dans le pays. Donc le mix énergétique, les énergies propres, tout ça, c'est réglé. Les champs de courant, comme on dit, les tôles au courant, en pagaille dans le pays, le solaire. 19%, plus de 20% aujourd'hui de ces 1200 mégawatts, c'est du solaire. Donc le problème de la capacité est réglé. Mais on a encore un défi, c'est l'électrification rurale. Alors, est-ce qu'on doit continuer à, justement, alors qu'on veut casser cette société duale, cette économie duale, est-ce qu'on doit continuer à ignorer l'interland, à ignorer le monde rural? Non. Et ces petites subventions, 6% à peu près, que nous avons, j'allais dire, elles ne sont pas petites, parce que tout est important. Même 1% c'est important, mais c'est 6 à 10% que nous remettons dans le circuit. C'est pour régler la question du réseau. Et la question du réseau, on va la régler par le MCC. Le chef de l'État dit le don des États-Unis, 550 millions de dollars, plus 50 millions de dollars supplémentaires de notre part, à peu près 300 milliards de francs CFA. On va le mettre dans le réseau. Plus tous les efforts, les programmes d'électrification rurale. Mettons le paquet pour que demain, quand nous aurons notre gaz et notre pétrole, qu'on sera autosuffisant en matière et indépendant au plan énergétique, que l'électricité puisse toucher tous les Sénégalais. Alors, dans les transitions, ce qui est difficile, c'est de bien comprendre que la marche est une succession de déséquilibres, mais qui permettent d'avancer. Et il faut que nous, peuple sénégalais, qu'on comprenne cela. L'autosuffisance, le mot est lâché. Votre promesse forte, c'est d'arriver à une autosuffisance au moins en riz. Quand on regarde quand même les denrées de première nécessité, nous continuons à importer beaucoup de riz, à l'acheter cher, l'huile et d'autres produits. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce programme d'autosuffisance alimentaire de manière concrète? Alors, comme on dit, the big picture, la grande image, il faut bien comprendre ce que le président souhaite. La grande image, c'est autosuffisance en énergie, d'où cette transition, mais cette transition utile qui amène
le courant vers l'intérieur du pays. Mais derrière, qu'on produise plus et une autre couche dessus, qu'on transforme davantage. On ne peut pas aller vers l'émergence sans industrialisation. Et ça, c'est le 5e pilier, le 5e doigt, justement, des initiatives présidentielles. Cap sur l'industrialisation. Il faudrait qu'on produise davantage, dans toutes les spéculations, parce que notre population double tous les 25 ans. Vous savez, en 1960, regardez le premier plan de développement économique que le président Mamadou Dia avait présenté en 62. On était 3 millions, 3,5 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes 16 millions. 60, doublé en 85, 20 ans après l'indépendance. En 85, on était 7 millions. Vous rajoutez 25 ans, vous êtes en 2010, on est 14 millions. Et tous les 25 ans, la population double. Dans 25 ans, on sera 32 millions. Donc, il nous faut aujourd'hui, dans le riz, nous produisons beaucoup plus. On a quitté 400 et quelques mille, on est à 1 million et quelques. Mais la population aussi augmente. C'était promise pour 2017 et vous aviez toutes ces données. Oui, mais on l'avait. Et elle n'est pas au rendez-vous. Oui, mais parce que... Elle le sera quand? Parce que... Alors, il faut bien comprendre comment marche la riziculture. Du jour au lendemain, on peut changer d'échelle. Tout dépend des capacités emblavées. Il y avait un programme d'autosuffisance en riz que nous mettons en œuvre, mais il y a eu un peu de difficulté dans les aménagements dans le nord. Parce que si on avait réussi à avoir plus 50 000 hectares, par exemple, plus 50 000 hectares, cultivés 2 fois, c'est 100 000 hectares. Imaginez si on a 8 tonnes à l'hectare, par exemple. Tout de suite, vous voyez le chiffre. Sur 100 000, 8 tonnes à l'hectare, 100 000, c'est 800 000 tonnes. Donc, c'est un problème d'emblavement. Mais les emblavements, c'est de l'argent d'abord, c'est de la coopération internationale pour mobiliser cet argent, c'est derrière, c'est de l'eau, des amenées d'eau, des motopompes, c'est toute une infrastructure. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore prêts, mais nous travaillons justement pour que, sur quelques années, qu'on soit prêt. Justement, tantôt vous parlez des entreprises, de l'industrialisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, certaines entreprises sénégalaises disent qu'ils sont dans des difficultés. Le CDE, le Conseil des entreprises, va licencier, selon eux, 200 personnes parce qu'ils n'arrivent plus à avoir des marchés pour travailler. Il y a une dette intérieure qui pèse sur elles. Que fait l'État du Sénégal pour accompagner le privé sénégalais, ces entreprises, à pouvoir tenir, à ne pas licencier? Alors, ce n'est pas la dette intérieure qui pèse sur CDE. CDE a restructuré sa branche construction. C'est sa branche construction, c'est 200 personnes, travailleurs, c'est important. Et dans sa restructuration, elle dit qu'elle perd de l'argent dans cette branche. Donc, elle va continuer les routes, etc., le BTP. Mais paradoxalement, ça, ce n'est pas une affaire d'État. L'État construit, mais vous voyez le nombre d'immeubles, combien ça pousse dans Dakar? Fait par des privés. D'autres entreprises de BTP gagnent énormément d'argent dans la construction parce que ces immeubles qu'on voit partout pousser, en ville, partout, là, actuellement, les 3 cimenteries tournent à plein régime. Mais pourquoi donc on dit qu'il y a une dette intérieure pour les entreprises, que l'État n'a pas épuré sa dette, que certaines entreprises disent qu'elles ne peuvent pas payer et que les travailleurs se trouvent dans des situations où, des fois, il y a eu des déflations? Alassane, moi je suis un ingénieur, j'aime les choses précises et très pratiques. On met sur la table les données et on analyse. On parle de CDE. CDE, c'est la branche construction qui perd de l'argent. Il ferme. Paradoxalement, je dis, aujourd'hui, jamais on a construit autant d'immeubles dans le pays. Donc... Mais qui construit? Est-ce que c'est des nationaux? Mais des privés. Des nationaux? Mais ces immeubles, ils n'appartiennent pas à des Japonais. Ils n'appartiennent pas à des Burkinabés. Ils appartiennent aux Sénégalais. Mais les grandes infrastructures ne sont pas construites par des attendez, nationaux. Et ça, c'est important. Mais attendez. Je pense que les infrastructures publiques, ça ne fait même pas 10% du marché global de la construction. Donc, ce n'est pas nous qui fermons ces entreprises. C'est ça que je suis en train de dire. Et il faut s'ajuster. Le marché a des exigences. Il y a combien de nouveaux acteurs dans la construction qui sont arrivés sur le marché? Combien?
énormément de jeunes ingénieurs qui ont fait Polytechnique de Thiès, qui sont arrivés à la maturité, qui ont monté aussi leur boîte, qui sont dynamiques. C'est ça aussi le marché, la compétition. Monsieur le ministre d'État, les immeubles ne créent pas de l'emploi. Un Sénégalais peut gérer 50 immeubles à lui seul. Les gens ont besoin d'emploi dans un secteur beaucoup plus dynamique pour que tous ces jeunes puissent avoir de l'emploi. Oui, mais Alassane, il y a de l'employabilité qui se pose. Alassane, croyez-moi que dans un immeuble, l'immeuble d'abord c'est construit par les Sénégalais, et ces Sénégalais qui y sont, ça leur fait du travail et qui est bien rémunéré. Le chef de l'État a misé, par exemple, pour relancer la croissance aussi. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Et il a misé sur les 100 000 logements qu'il doit construire. 100 000 logements, chaque logement c'est près de 10 personnes, entre le plombier, le carreleur, le peintre, qui travaillent. 100 000 logements, à lui tout seul, il peut générer 1 million d'emplois. Donc c'est énorme. Il ne faut pas penser que le bâtiment ne crée pas de l'emploi. Le bâtiment crée énormément d'emplois, mais des emplois qualifiés. Je l'ai dit ici, j'étais à Diamniadio quand on construisait le parc industriel. Et j'ai une anecdote. J'ai trouvé des jeunes, plus de 100 jeunes qui y travaillaient, qui faisaient les fondations. Ben, je leur parle en bon wolof pour les taquiner, pour les féliciter. Personne ne me répond. Et après, ils ne parlaient pas wolof. J'ai dit, mais vous êtes d'où? Ils disent, ben, on vient d'un pays voisin, du Sénégal. Et je me suis rendu compte que nous n'avons pas assez de ferrailleurs. L'entreprise qui faisait le chantier était obligée d'importer des ferrailleurs d'un pays qui est connexe au nôtre, un pays voisin. Est-ce que ce n'est pas sur ce point que vous interpellez en tant que gouvernement? Mais c'est pourquoi le président, des centres de formation, l'employabilité des jeunes. Mais le président de la République, il a dit dans chaque département, c'est ça ce qu'on appelle le 5-3-5 dont tout le monde parle. L'initiative, la première des initiatives, le premier, c'est comme 5 doigts de la main, mais celui qui est le plus prioritaire, c'est ce que nous appelons le PSE, Priorité Jeunesse 2035. C'est préparer la jeunesse à jouer son rôle dans l'émergence. Et ça, le chef de l'État a dit dans chaque département du pays. Je vais construire un centre de formation professionnelle. Les modèles existent. Équipés, c'est 800 millions de bâtiments, 400 millions d'infrastructures à l'intérieur. Et c'est pour former quoi? Des carreleurs. Il a trouvé le pays, 5% d'une génération allait vers la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes à 15-20. Mais son ambition, c'est 35, minimum. Un jeune sur 3 ait un métier en sortant de l'école. Et c'est cela, le PSE, priorité jeunesse. Comme du reste, il dit, je ferai ce centre de formation professionnelle, mais à côté, dans le département, je mettrai aussi une maison de la jeunesse et de la citoyenneté, pour que justement, le Sénégalais de demain, certes qu'il soit employable, mais qu'il soit également un bon citoyen. Quel est le montant précis, quand on parle de dette intérieure aujourd'hui, due par l'État aux entreprises? Puisqu'il y a des chiffres qui sont donnés ça et là, parfois on parle de 200 milliards, parfois même de 400 milliards. Quel est le montant de la dette intérieure? Alors, la dette intérieure, elle couvre beaucoup de secteurs. Il y a les arriérés intérieurs. La dette elle-même, les obligations, les bons du trésor, ils sont dedans, et qui les achètent. Donc c'est extrêmement difficile. En arriéré, il y a certainement des arriérés. Il y en a. Parce que également le chef de l'État est allé très fort, j'allais dire, dans son ambition à bâtir le pays. Vous savez, c'était beaucoup plus simple pour lui de faire comme tous ceux qui l'ont, ses prédécesseurs. C'est-à-dire, il a trouvé ici 32 km d'autoroute, dans tout le pays. Quand on voit petit, on investit petit. Et on réalise petit. Quand on voit grand, comme lui, on investit beaucoup. Et on s'endette aussi pour investir. Et parfois, le temps de la mobilisation effective des ressources, il y a entre ce temps-là des décalages. Et forcément, un peu de dette et d'arriéré intérieur. 200 milliards, la dette intérieure. Oui, un peu plus. Un peu plus. Oui, mais ce n'est pas gênant. Oui, et parce que combien d'entreprises ont fermé ici, parmi les grandes, qui font ces grandes infrastructures? Personne.
Mais l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas, pour qu'elle ne s'arrête pas. Mais ce qui est fondamental, c'est l'investissement public. C'est l'investissement qui crée la croissance. Mais quand on travaille avec un État, forcément, parfois, l'État a un rythme de décaissement qui peut paraître lent par rapport au rythme de l'entreprise, par rapport au secteur privé. Mais ce n'est pas une raison de jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, le chef de l'État est en train de construire le pays. Et c'est cela qui est important. La mission, vous l'avez dit, c'est de voir grand. Vous avez vu grand en créant ce qu'on appelle le TER. Oui. Le TER, depuis qu'il est là, il ne bouge pas. Des dates ont été données. Les Sénégalais demandent quand est-ce que ce TER va entrer en gare. Alors, on peut dire on a vu grand le TER. Non, le chef de l'État, il a vu juste. Moi, je ne dirais pas il a vu grand sur le TER. Il a vu juste. Je disais tout à l'heure que tous les 25 ans, cette population double, la nôtre. Sur moins de 3% du territoire national vit à peu près le quart, c'est la presqu'île du Cap-Vert, l'axe Thiès, même pas, le Cap-Vert, la région de Dakar. Moins de 3% de la population, moins de 3% de la superficie du territoire national, le quart de la population sénégalaise. Alors, quand on sera 10 millions à vivre là-dedans, dans 25 ans, comment on va se déplacer? Ça va être pire que Bangkok. Et le président a vu juste en dotant la région de 2 moyens rapides et modernes de déplacement. Un qui fait ouest-est, ça s'appelle le TER, avec 14 stations, et un qui fait axe nord-sud, aller-retour, ça s'appelle le BRT. Donc c'est comme ça qu'il faut concevoir, avec partout des bus diffuseurs, à partir des grandes stations. Et heureusement qu'il a agi ainsi, parce que c'est ça demain qui va nous permettre de nous déplacer. Les accès universels, l'accès à la mobilité en fait partie. Si personne ne peut se déplacer, comment créer de la richesse? Mais les Dakarois attendent que le TER démarre. Depuis lors, on a programmé plusieurs dates, ont été avancées. Récemment, il y a même l'ambassadeur de la France qui a dit dans une station de radio comme quoi que c'est un vol commercial, le TER ne va pas démarrer tout de suite. Mais ce qui est important, en toute chose, c'est cela qu'il faut. Ce qui est important, c'est qu'on ait le TER. Et le TER, il va démarrer. Quand? Mais il va démarrer parce que quand il sera dans les conditions de test définitifs qui lui permettent de démarrer. Aujourd'hui, il peut tourner le TER. Tous les jours, d'ailleurs, on voit les trains se déplacer. Mais est-ce dans des conditions de sécurité optimales par rapport à la protection justement du peuple aussi? C'est ça qui est important. Et ces tests, on ne peut pas les économiser. Nous sommes en train de les faire. Mais sous très peu, nous aurons fini cette phase justement de mise en conformité de tests parce qu'il s'agit d'un train électrique qui va extrêmement vite et l'erreur n'est pas permise. Donc quand cela sera terminé, quand le TER sera certifié, parce qu'il y a quelques organismes au plan mondial comme Certifer qui sont chargés de la certification de ce genre de moyens de déplacement collectif. Quand ce sera certifié, zéro défaut, un tampon, zéro défaut, les Sénégalais peuvent voyager tous les jours par le TER. C'est des centaines de milliers de personnes. Ce jour-là, sous peu, nous pensons dans l'année. Dans quel horizon? Mais dans l'année, bien entendu. Donc avril, ce n'est pas possible. Non, attendez. Possible. Pourquoi avril? C'est l'objet justement de la déclaration de l'ambassadeur de France. Mais non, attendez. Nous, on ne raisonne pas avril ou mai ou février ou janvier. Ce qu'on veut, c'est bâtir le TER, le chef de l'État l'a fait. Derrière, en tout cas collectivement, nous, en tant que les assistants, le gouvernement, c'est ça, du chef de l'État. Nous l'assistons, nous ne sommes pas des élus, nous l'assistons dans sa mission confiée par le peuple de diriger, de donner la direction. Nous, collectivement, nous allons lui dire, monsieur le chef de l'État, voilà les clés de votre TER, quand ce sera certifié. Après les tests, les obligatoires tests
qui protège justement ceux qui vont rentrer dedans. Mais pendant ce temps, les impactés demandent à ce qu'ils soient rémunérés. Ils manifestent tous les jours. Non, rémunérés comment? Ils ont été rémunérés. Ils disent qu'ils ont été impactés par le TER. Non, moi, ce dossier, c'est moi qui le suis. Oui. Et je parle avec eux. Tout a été payé? Non, attendez. Il y a impacté et impacté. Voilà. Donc, les impactés, en tout cas les vrais, nous travaillons avec eux et il n'y a pas de problème particulier non surmontable. Nous avons, le chef de l'État les a reçus il n'y a pas longtemps, j'y étais, et d'autres. Le chef de l'État avait voulu aller davantage que ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire, non seulement il y a une indemnisation monétaire, mais également il a voulu donner aux impactés la terre, gratuitement. Que ça soit à Thiaroye, que ça soit à Malika. Il y a des terres, 23 hectares à Malika, 5 hectares à Thiaroye, dans le camp de Thiaroye, qui ont été offerts gracieusement par le chef de l'État aux impactés. Il y a encore des procédures, comme en toute chose ici, nous sommes un peu lents, nonobstant le fast-track. Justement, le fast-track, c'était pour ça, et nous y sommes. Le chef de l'État a donné toutes les instructions, le gouvernement travaille dessus, le gouverneur, l'APIX, pour que les titres puissent être émis et que tout le monde ait son titre. Maintenant, on parle du fonds social, etc. J'aimerais revenir sur l'endettement. Quelle est la position du Sénégal par rapport au plafonnement recommandé par le FMI? Aujourd'hui, on serait autour de 9 000 milliards de dettes publiques extérieures et le Sénégal n'aurait plus droit qu'à 400 milliards de possibilités d'endettement d'ici le 31 décembre 2020. Alors, quelle est votre position? Alors, notre position, elle est très simple. Ce n'est pas le FMI qui nous donne des plateformes d'endettement. Il faut qu'on sorte ça de la tête. Lui et moi. Non. Nous, États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les 8 pays de l'UEMOA, on a copié, parce que nous avons une monnaie qui est arrimée à l'euro, parce que nous sommes dans un processus pour sortir de cela. Mais notre monnaie arrimée à l'euro, et nous avons pris également les règles qui régissent l'euro, presque coupé-collé, pour faire bien. Et aussi avoir la rigueur budgétaire et monétaire, et la rigueur dans la conduite de la politique monétaire. Et c'est là-dedans que nous disons que sur le déficit public, comme sur l'endettement, nous avons récupéré du Maastricht. Et sur l'endettement, la dette sur le PIB, c'est à peu près 70% comme plafond. Mais on regarde autour de nous, partout, certains le dépassent largement. Ça, c'est une règle qu'on se fixe. Vous pensez que des pays comme le Tchad, avec l'effort militaire qu'ils font, peuvent respecter ce ratio? Non. On ne le souhaite pas. On touche du bois. D'où d'ailleurs la conférence sur la dette que le président a organisée ici, avec tous les chefs d'État de l'Union et la directrice générale du Fonds monétaire, sur justement ce qu'on appelle désormais le consensus de Dakar. Il faut qu'on intègre, hors déficit, hors analyse de l'endettement, la dette qui serait due au titre des dépenses militaires. Parce qu'il nous faut nous protéger. Vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas le développement. Il y a aujourd'hui des États qui mettent 40% de leurs ressources budgétaires dans les dépenses d'armement pour pouvoir survivre. Donc, il faut qu'on sache raison garder. Il y a l'armement qui prend une part et il y a aussi les ressources naturelles. Vous pensez que je parlais des 3-4 milliards de dollars qu'il nous faut pour avoir davantage de part dans le pétrole qui est le nôtre, mais dans son exploitation ou dans le gaz. Mais ce sera de la dette. Alors, parce que nous voulons respecter le critère de Maastricht, voilà, on va se dire, non, ça va nous faire davantage de dettes, on ne va pas s'endetter pour acheter des parts dans notre pétrole, pour gagner plus dans le pétrole sénégalais et le gaz sénégalais. Nous allons le faire. Le chef de l'État va le faire. Même si le FMI... Mais c'est pas, le FMI est d'accord. Stop. Mais il est d'accord, vous savez. Oui. Le FMI, c'est un partenaire. Oui. Si vous avez des déséquilibres, le FMI, sa mission première, c'était
pour supporter au lendemain de la guerre les États à restaurer leurs grands équilibres. Parce qu'on sortait d'une guerre mondiale. Et c'est cette mission qui continue pour aider, soutenir les États à recréer les conditions d'un développement, j'allais dire, équilibré, dans le respect des grands équilibres. Et c'est très bien. Et le FMI est un bon partenaire, la banque aussi. Mais à nous de mener notre politique économique. Et c'est ce que le chef de l'État fait. Et il le fait sans complexe. Et il en est ainsi vraiment, et nous applaudissons, nous, qui sommes à ses côtés tous les jours et qui le voyons interagir avec les grandes institutions, avec les grandes nations, tous les jours. Nous avons des raisons d'en être fiers dans le message qu'il donne à ses partenaires. Alassane, il nous reste 5 minutes pour parler des questions politiques et des libertés publiques. J'aimerais juste savoir, une petite minute, qui va payer la dette? C'est nous, citoyens sénégalais? Mais vous savez, rien n'est figé. Je dis, nous nous endettons pour investir. Mais quand on investit, on gagne plus. Donc on peut rembourser. Alassane, s'il vous faut épargner pour construire la maison de vos rêves, peut-être que vous ne la verrez jamais. Si vous vous endettez auprès de la banque, vous habitez votre maison, vous la construisez, vous l'habitez, et que vous payez plus de loyer, peut-être que vous êtes dans des conditions de rembourser votre maison tout en étant le propriétaire. C'est aussi simple. Ce qui est valable au plan microéconomique, chez le ménage, c'est cela qui est valable aussi au plan macroéconomique. Et les questions politiques, on revient très rapidement. Le dialogue national, un certain nombre de questions sont posées sur la table. Commençons d'abord par la question des libertés. Certains acteurs demandent aujourd'hui l'abrogation, la suppression pure et simple du fameux arrêté Ousmane Ngom, qui fait qu'aujourd'hui, que l'activiste Guy Marius Sagna est en détention. Quelle est la position du gouvernement sur cette question qui est évoquée au niveau du dialogue national? Alors, moi, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Je n'en suis pas le chef non plus. Ouais. Je suis un membre du gouvernement. Je peux donner ma position. Moi, je pense que, et je le disais à Guédiawaye tantôt, le Sénégalais aime son pays. Nous tous, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité. Nous aimons notre pays. Mais aimer son pays, c'est aussi respecter ses institutions. Nous ne pouvons pas manifester notre amour de la République par le chaos, par l'irrespect. Nous gagnerions ensemble et c'est en cela que moi je félicite le chef de l'État. Il gagne et il dit j'appelle au dialogue pour créer de la convergence autour de la dynamique enclenchée en route vers l'émergence. Et c'est cela qu'il faut encourager, dans le respect des institutions. Un domaine militaire, comme le palais de la République, c'est sacré. Quand on va commencer à le profaner, demain, on va aller profaner l'état-major de l'armée ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui va rester de la République? Donc, il y a un minimum de consensus et on a dit, on peut faire des marches où on veut. Mais c'est vrai, les gens ils peuvent marcher où ils veulent, pourvu que ça ne trouble pas l'ordre public. Mais il y a des zones réservées également. Le samedi, quand on voit à la télé les gilets jaunes à Paris, vous pensez qu'ils sont devant l'Élysée en train de brûler des pneus? Où est-ce que ça existe? La France n'est pas un État démocratique? Bien sûr que oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas encadrer les marches? Oui, encadrer pour qu'on vienne casser aussi. Non, du policier, comme on le voit. Non, mais vous savez, à Paris, c'est encadré. Vous voyez à la télé ce qui se passe aussi. C'est ça qu'il faut, qu'on veut importer ici? Non. Vous savez, je pense que dans toute chose, il faut savoir raison garder. Et tout ce qui est excessif devient insignifiant. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la réalité. Des voix célèbres pour réclamer la libération de Guy Marius Sagna. Oui, mais ça, il y a la justice. Ce n'est pas une voix qui s'élève, ça ne veut rien dire. C'est une procédure, quand elle est ouverte, elle est ouverte. Après, il y a condamnation, il y a les grâces possibles, etc. Le code de procédure pénale, il est le code de procédure pénale pour tout le monde, y compris pour nous-mêmes.
il est le code, c'est une loi, c'est adopté par l'Assemblée nationale et c'est ça qui fait foi. Alors, on pense que maintenant, on peut aussi se lever, faire des erreurs, etc. Puis overnight, comme ça, on se lève, voilà, on est dehors. Je pense que les erreurs existent, mais il faudrait aussi qu'on prenne conscience que de plus en plus les dérapages existent, et c'est ces dérapages qui finalement abaissent la force de l'État, donc du pays. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans le sens d'un apaisement aujourd'hui? Dans le dialogue national, calmer davantage, discuter, renforcer le consensus. Moi, j'aime bien le consensus, mais pas mou. Un consensus fait sur des fausses bases ne peut engendrer que du mauvais pour le peuple. Il faut aussi de l'ordre et de la rigueur. Moi, je suis pour la rigueur et l'ordre et le respect des lois. Mais aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Et le chef de l'État, il aurait pu dire, moi j'ai plus de 58%, je gouverne. Mais il a appelé tout le monde autour de la table pour créer les conditions d'une adhésion minimale, d'un consensus minimum sur lequel on se met pour bâtir. Et c'est de cela qu'il s'agit, pas d'autre chose. On termine sur la ville de Dakar. Il est question d'un statut particulier dont il faudrait la doter, la capitale sénégalaise. Quelle réflexion vous inspire ce sujet? Moi, personnellement, peut-être que je vais surprendre. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation, qu'est-ce que ça dit? Communalisation intégrale. Les collectivités secondaires qu'il y avait, dans le monde rural, ou les communes d'arrondissement, c'est terminé. Tout le monde est commune. Et aujourd'hui, vous prenez l'étendue du territoire national. Il n'y a pas 1 mètre carré qui ne soit pas administré librement par un élu. Dakar, Thiès, Diourbel, Ndangalma, Gossas, partout dans le pays, c'est administré par des maires. Mais Dakar, c'est quel Dakar dont on parle? Les 19 communes. Attendez, oui. Parce qu'il y a 19 maires dans Dakar. Oui. Et il y avait un maire de ville. Oui. Le maire de ville. On parle de ce maire de ville là aujourd'hui. Faudrait-il le nommer ou continuer à l'élire? Attendez, vous savez, vous allez en Côte d'Ivoire, il y a une loi le district autonome d'Abidjan, qui fait office de maire de ville. C'est votre option aujourd'hui? Non. Moi, je terminais simplement pour dire, ce qui est fondamental, c'est chaque mètre carré de terre, que ça soit administré librement par un élu. Librement. Et ça existe. Ville ou pas, ça existe. Département ou pas. Quels que soient les ordres, il y a un maire partout, sur l'ensemble du territoire, qui est élu. Après, maintenant, il y a l'échelle des compétences à transférer. À quel niveau on le situe? Et aujourd'hui, je prends par exemple la sécurité. Vous allez dans un contexte où il y a par exemple une police municipale. Cette police municipale, qui devrait la gérer? Une agrégation de communes cohérente, on revient sur des villes, ou un département et c'est selon le niveau de transfert qu'il y a sur la table, par type de collectivité, que justement on saura maîtriser la pertinence des différentes collectivités possibles. Donc, comprenons-nous bien, ce dont il s'agit, et il ne faudrait pas s'interdire la réflexion. Aujourd'hui, on a un texte qui est là, sur la table, qui marche, avec des villes qui ont des statuts de communes, les communes elles-mêmes, les départements. C'est ça qu'il y a, l'acte 3. Communalisation intégrale, mais on a superposé, dans certains cas, quelques villes, et il y a également le département qui a pris la région. Oui. En gros, c'est cela. Et des compétences qu'on répartit, selon le cas. Les compétences que l'État central a confiées dans le cadre de la décentralisation aux différentes collectivités territoriales.
on ne doit pas s'interdire une réflexion. Parce que justement, on a mis toutes ces questions sur la table du dialogue. Il y a aujourd'hui une des commissions, il n'y a pas que la commission politique, il y a une commission de décentralisation. On doit réfléchir. Mais deux leviers pour la réflexion, je pense, me paraissent pertinents. Un, le principe sacré de la communalisation intégrale, que tous les mètres, les pouces, les centimètres du territoire national soient administrés librement par des communes. Ça, c'est obligatoire. Il faut que tout le monde soit élu. Mais au-dessus, il y a, j'allais dire, un fine-tuning. On doit faire du tuning très fin pour savoir quel est le niveau le plus approprié pour la mutualisation des compétences transférées. Et cela déterminera quel est aussi le type de management qui doit aller avec. C'est mon point de vue. La question qui fâche souvent, Ouais. c'est le mandat du président de la République. Est-ce que la Constitution du Sénégal lui permet aujourd'hui de briguer un troisième mandat, comme on dit? Je ne vais pas me dérober sur cette question. C'est une question qui paraît difficile, mais en fait, elle est difficile parce qu'elle n'est pas tranchée au plan international de la doctrine par les juristes. La question de la durée et du nombre des mandats est une question extrêmement difficile. Regardez le droit constitutionnel, qu'est-ce qu'il dit? Un benchmark au plan mondial. Les pays où il n'y a pas de limitation sont beaucoup plus nombreux que le pays où, au niveau de l'exécutif, il y a des limitations. Pourquoi? Je pose d'abord une question. Législatif, les représentants du peuple, est-ce que leurs mandats sont limités dans le temps? Les députés. On peut être député pendant 50 ans, en représentant le peuple. Se pose la question du mandat représentatif. Au niveau de l'exécutif, un autre pouvoir, pour le chef de l'État ou le chef de gouvernement, dans la minorité des pays, il est limité. Est-ce pertinent ou pas? Oui, donc la question doit se poser aujourd'hui. Mais la question, cette question, Déjà, elle a toujours été sur la table. Limite le nombre de mandats. Mais parce que le constituant, il y a une volonté aussi du constituant. Mais le véritable problème qu'on doit se poser dans le cadre du dialogue, moi j'alimente, hein, je suis pas le porte-parole du gouvernement, je le disais. Mais si on pose les bonnes questions, il faut aller jusqu'au bout. La bonne question, c'est est-ce que le nombre et la durée est limitable pour l'exécutif, ne doit pas l'être pour le législatif? C'est quoi la différence dans le cadre d'un mandat qui n'est pas impératif? C'est un mandat national, vous représentez un mandat représentatif, qui vous représentez l'ensemble du peuple sénégalais. Dans l'hypothèse que vous émettez, vous n'excluez pas une troisième candidature Mais du moi, je ne président parle Macky pas Sall. de troisième candidature. Je me pose la question, je ne parle pas du président Macky Sall. Mais est-il pertinent d'abord de limiter le nombre de mandats? Ça, c'est une question. Au plan de la doctrine, il faut réfléchir. Pourquoi ça n'est pas valable au niveau du législatif? Personne ne s'est jamais posé la question de savoir, un représentant du peuple, pourquoi on ne limite pas ses mandats? La Constitution sénégalaise a tranché le débat en disant que les mandats sont limités. Mais De Gaulle disait que, ça, c'est la Constitution. De Gaulle disait que les hommes sont au-dessus de la Constitution parce que c'est eux qui les créent. Vous voyez? Vous prenez une volonté et on l'établit. Donc, si on doit... mais par contre, la loi et les générales ont dit de l'autre côté. Et impersonnel. Donc si on réfléchit... Une réforme constitutionnelle? Non, moi je dis pas... Moi je ne suis pas le constituant, je ne définis pas la politique de la nation. Ça c'est le chef de l'État. Vous m'avez posé une question. Oui, bien sûr. Et je donne une réponse. Moi, ma réponse c'est... Réfléchissons si cette question devrait être prise en compte par le dialogue, il faut qu'on l'épuise. Vous avez partagé avec le chef de l'État? Non, je n'ai pas partagé avec le chef de l'État. Si je l'avais fait, je l'aurais dit. J'aurais dit, je n'ai pas de point de vue, mais mon point de vue personnel, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on limite la mandature du chef
du gouvernement ou du chef de l'État, c'est-à-dire celui qui incarne l'exécutif. Parce que dans un régime parlementaire, c'est le chef. Très bien. Voilà, c'est le chef du gouvernement. Pourquoi on limite cela? Et pendant ce temps, les représentants, les titulaires d'un mandat représentatif, qui est le mandat vraiment aussi le plus représentatif, le mandat du député, pourquoi il n'y a pas de limite? Donc vous voyez, c'est des questions qui se posent et qui se posent aux spécialistes du droit. J'en suis pas, mais je sais que je discute avec des grands professeurs de droit, ils se posent ce type de questions. Et c'est sur la table. Cette question, tôt ou tard, elle sera sur la table. Est-ce qu'avec ce mandat, le président Macky Sall est dans son premier mandat du quinquennat ou pas? Mais moi, ce qui m'importe, c'est que le chef de l'État, il a un mandat qu'il détient du peuple sénégalais. Et tant que le peuple sénégalais lui fera confiance, ben, il a ce mandat. Maintenant, la question, c'est est-ce que vraiment, est-il pertinent? On parlait de la dette. Ici, on s'impose les règles de Maastricht. En toute chose, la démocratie, elle est universelle, très bien. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a un débat, par exemple, qu'on veut nous imposer. On a vu récemment ici, au nom justement aussi de la démocratie, on a vu des grands leaders du monde venir réclamer des choses ici, au nom de la démocratie. Et le chef de l'État était en train de leur répondre, justement, qu'il fallait un peu qu'on pousse davantage le concept de globalisation. Penser global, mais agir localement. On ne peut pas tout copier-coller. C'est impossible. L'homosexualité, vous parlez de ça. Entre autres. Très bien. Alassane, nous sommes au terme de cet entretien spécial que l'ancien Premier ministre et actuel ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République a bien voulu accorder au groupe E-Media. Merci, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Merci beaucoup. Je vais, si vous me permettez, vous remercier, mais surtout aussi dire au peuple sénégalais qui nous écoute aujourd'hui qu'après un an, parce que c'est de cela qu'il s'agit, nous célébrons la première année de la séquence 2019-2024 qui est incarnée par le chef de l'État, le président Macky Sall. Après cette année, gardons confiance. C'est cela qui est important. Nous sommes dans une transition. Dans 2-3 ans, nous serons autosuffisants, indépendants au plan énergétique. Ce qui veut dire que nous aurons toutes les cartes avec nous pour justement développer notre pays, l'industrialiser, créer de l'emploi davantage pour notre jeunesse, bâtir le pays de manière durable et inclusive. Et c'est de cela qu'il s'agit, cette transition. C'est une transition qui est globale, économique, monétaire. Nous n'avons pas pu ouvrir le dossier de l'euro, de l'éco plutôt, qui est un grand dossier également que nous avons sur la table. C'est cette transition démographique également qui nous impose des défis. Et c'est tout cela que le chef de l'État prend quotidiennement en main avec ceux qui l'entourent, son gouvernement, pour que justement nous allions de l'avant. C'est le moment d'y croire plus que jamais. Et Inch'Allah, nous verrons d'ici 2022-2023 avec justement ces nouvelles ressources ce qui sera fait pour le grand bonheur de notre peuple. Je vous remercie. Merci, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Merci à toute l'équipe technique. La version en Wolof de cet entretien sera assurée par Khalifa Diakhaté. Merci de nous avoir écoutés, regardés, mais aussi lus à travers le site E-Media SN. Excellente soirée ou bonne journée, c'est toujours selon.